Marin de Viry, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique littéraire à la Revue des Deux Mondes et au Cercle sur Canal+, et vous avez publié l'année dernière un essai chez Flammarion, Tous touristes. Alors chez les romantiques du XVIIIe siècle, on voyageait pour découvrir le monde et pour s'instruire. Le tourisme est-il encore ce moyen de s'élever au-dessus de sa propre condition ? Alors oui, ça peut l'être, bien entendu. C'est-à-dire que si on résume tout, au XVIIIe siècle et au XIXe naissant, donc toute la période romantique, on voyage pour peaufiner son honneur. L'honneur, c'est juste les quelques principes auxquels on tient et qui dépassent ses propres intérêts. Donc de ce point de vue-là, c'est une expérience intérieure. Et puis ça devient une expérience sociale, à peu près au moment de Thomas Cook, qui a commencé à y avoir des voyages organisés. Et là, on va ailleurs pour montrer qu'on est allé dans un endroit qui vous qualifie socialement à l'endroit où vous habitez habituellement. Voilà. Et puis après, il y a un autre tourisme qui est le tourisme contemporain, celui est un tourisme de distraction. Donc les trois périodes, c'est la période de l'honneur, la période de la qualification sociale à travers le voyage qu'on fait, et puis la troisième période, c'est la période de distraction. Et on peut faire les trois, ça existe toujours. L'impératif de divertissement a-t-il tout absorbé des valeurs positives du voyage, ou ces valeurs se sont-elles déplacées ? Ça, c'est une question extrêmement importante. Tout s'est organisé, c'est-à-dire à la fois l'offre de tourisme et d'une certaine façon la demande dans la mesure où elle est conformée par l'offre et peut-être où elle reflète quelque chose de plus profond. Tout s'est conformé au divertissement. Parce que massivement, les gens qui font le marketing des destinations touristiques ne conçoivent pas leur offre sans une dose forte de ludique. Voilà. Cette dose forte de ludique doit probablement correspondre à une forme de demande et donc qui correspond elle-même à la distraction. Donc c'est toujours l'idée du tourisme moderne comme étant un tourisme où essentiellement on se projette hors de soi. C'est la logistique de l'éclat, si vous voulez, le tourisme dominant. Hier, il était réservé aux élites. Aujourd'hui, le tourisme s'est largement démocratisé. Pourquoi, alors même que nous sommes tous touristes, l'appellation devient-elle péjorative, voire insultante ? Il y a un phénomène paradoxal qui est que le tourisme de masse a fabriqué un touriste type appartenant à la masse et que chacun veut s'en différencier. Et donc, le touriste, quand on insulte le touriste, on cherche simplement à s'extraire du lot. C'est ce que fait par exemple Morand dans un livre qui s'appelle Venise, et qui est pour moi le rapport finalement très moderne et très massifié qu'on peut avoir au tourisme, c'est-à-dire moi je ne suis pas un touriste, mais je suis à Venise en même temps en faisant du tourisme. C'est ça le paradoxe, c'est à la fois une massification et un désir d'individualisation, enfin un désir d'originalité. Et donc du coup, pour manifester ce désir d'originalité, on insulte le touriste massifié. Ne doit-on pas s'étonner qu'il y ait d'un côté la pratique concrète du tourisme comme recherche du bonheur immédiat, et de l'autre, sa représentation et sa réputation morbide, dévastatrice ? C'est vrai, c'est très curieux, il y a une utopie, dans un sens. Cette utopie coexiste avec une horreur, qui, pour reprendre Houellebecq, culmine dans la scène de l'attentat dans Plateforme, c'est-à-dire, au fond, le tourisme appelle une espèce de violence de masse. Donc voilà, il y a ce mélange de propagande utopique et de catastrophe qui caractérise les phénomènes de masse, et donc le tourisme. Il y a l'art très noble du récit de voyage. Comment la littérature, ennemie de l'entertainment, raconte-t-elle le tourisme ? Il y a un personnage de littérature moderne, représentatif, qui est celui, par exemple, d'un cadre moyen, se coule très bien dans la peau d'un touriste, parce que de plus en plus de gens vivent dans leur élément quotidien habituel comme des touristes. La seule différence est une différence de non-contrainte au travail et de climat. Donc on peut très bien considérer que la littérature s'empare du touriste comme un personnage principal, ce qu'a fait Houellebecq dans Plateforme d'ailleurs, et le décrive avec ses pulsions, etc. Et ce serait un assez bon détour pour parler de la quotidienneté, parce que c'est suffisamment décalé de la quotidienneté pour pouvoir offrir un angle et une distance, et en même temps c'est suffisamment proche d'elle pour que le roman ait
est une densité réaliste sans laquelle il n'y a pas de bon roman. Je crois que le classique le plus important en matière de tourisme, c'est Stendhal. Il y a un passage où notamment il dit « Lorsque j'entends le mot Alpes, il y a un déchaînement de bonheur intérieur ». Bon, ben voilà, donc au fond, le tourisme, c'est ce rapport entre le signifiant, Alpes, le signifié, les Alpes elles-mêmes, et puis la vie intérieure de Stendhal. Alors peut-on raconter le tourisme sans le dénigrer? Oui, hein, et oui, il faut. Là, du coup, je passe du oui possibilité technique au oui nécessité morale. Parce que, en fait, la grande faute, la grande erreur, c'est de parler du tourisme comme étant, du statut de touriste comme étant un statut méprisable et auquel on ne saurait être assimilé à titre personnel. Maintenant, est-ce que techniquement la littérature peut prendre un touriste et consoler les lecteurs de ce phénomène épouvantable qu'est le tourisme? Bah, oui, enfin la littérature, et on l'observe chez Balzac par exemple, ça peut prendre des types humains, et le touriste est un type humain. Et puis ajouter les caractères d'une personne, et à partir de là, fabriquer le faire rentrer dans une histoire, dans une fiction. Donc techniquement, il n'y a pas de problème, oui, la littérature peut faire ça.